Donc la question qu'on se pose, c'est effectivement les conditions qui permettent, au-delà de la zone fibrée dont on va avoir des nouvelles juin-juillet plus expérimentation, en plus de ce dispositif qui passe par un modèle d'incitation par la contrainte ou la disparition d'une ressource, on voulait faire le tour des autres mesures qui permettent d'inciter le raccordement et la commercialisation des RIP. Donc Julien Gauquel, donc président du CIVU, alors Capelle-la-Grande, Coudekerque, Branche, Fort-Mardic, Saint-Paul-sur-Mer. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur l'expérience effectivement du CIVU et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un bon, un pas bon taux de pénétration. Voilà, quel bilan vous faites, sachant que ça a été un des tout premiers RIP, puisque c'était avant même que l'expression quelque part existe, et c'était un réseau de télédiffusion. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci Sébastien. Effectivement, le CIVU a été créé en 1990 sur une volonté commune des 4 maires qui étaient à ce moment-là les maires de Capelle-la-Grande, Fort-Mardic, Saint-Paul-sur-Mer et j'ai oublié le dernier, Coudekerque-Branche, c'est ça. Et donc effectivement à la base la vocation du CIVU était la télédistribution par câble, et donc pendant une vingtaine d'années elle a fonctionné sur cette télédistribution par câble, et on a eu la volonté commune à un moment donné d'axer l'innovation de la fibre optique, clairement, d'offrir la fibre optique à notre population sans augmentation de la fiscalité. Et dès 2009 on a lancé un vaste chantier de 22 millions d'euros sur l'ensemble des 4 communes, sur 25 000 foyers, afin d'amener la fibre optique à la maison. Ça a été un travail de longue haleine, il a fallu 4 ans pour rassembler l'ensemble des foyers, il a fallu faire du porte-à-porte, il a fallu bien évidemment convaincre, expliquer, communiquer. Ça a été un petit peu un sacerdoce, on va vous le dire clairement, ça a été compliqué, mais c'est né d'une vraie volonté politique d'amener la fibre optique et d'être vraiment pionnier dans ce domaine. Et effectivement, on en est plutôt content puisqu'on a su se doter d'un bon prestataire, puisque Covage est ici, je salue le PDG d'ailleurs qui est à mes côtés, puisqu'ils nous ont accompagnés dans ce travail. Et on a la chance aujourd'hui, en 2018, d'avoir 6 fournisseurs d'accès Internet qui sont présents sur ce réseau d'initiatives publiques, avec une volonté forte de notre part de pouvoir accueillir l'ensemble de tous les fournisseurs d'accès Internet d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, notamment les 4 OCED. Pour l'instant, nous avons un seul OCED. Nous en allons avoir un deuxième dans l'année, enfin dans les quelques semaines qui arrivent, puisque nous avions déjà SFR Numéricable, nous allons avoir Orange. Là aussi, dans la volonté qui était celle du CIVU dès 2009, dans le lancement de ce chantier, c'était aussi une volonté d'offrir l'Internet social. D'aller sur une volonté d'Internet social, c'est-à-dire de donner la possibilité aux ménages à faibles ressources ou qui ont très peu de ressources de pouvoir bénéficier de la gratuité de l'Internet à bas débit, c'est-à-dire à 512K, c'est encore le cas aujourd'hui. Et à peu près sur 25 000 foyers, il y a 500 foyers aujourd'hui qui utilisent justement ce réseau par l'intermédiaire d'une CIVU Box. Voilà. Et cette CIVU Box leur permet de pouvoir réaliser leurs démarches administratives, faire des recherches d'emploi et vraiment d'utiliser ce qu'on appelle l'Internet ménager au quotidien, avec une volonté qui est la nôtre dans l'avenir, bien évidemment, de peut-être faire évoluer un petit peu ce débit, ce bas débit, puisque le très haut débit avance, il faut aussi que le bas débit puisse aussi évoluer pour que les uns et les autres, l'ensemble des particuliers, puissent avoir aussi aujourd'hui une possibilité d'utiliser cet Internet dans de bonnes conditions et de réaliser ces démarches-là. Et c'est vrai que c'est aussi une forte volonté politique chez nous de délaisser la possibilité aux ménages qui ont très peu de ressources de pouvoir en bénéficier, voilà, pour vraiment lutter contre la fracture numérique. Donc il y avait déjà un projet de inclusion avant que l'expression soit tout à fait tendance. Donc cette bascule, l'arrivée d'Orange sur votre réseau, ça s'est joué comment? Quelles sont les choses que vous avez mis en avant pour susciter l'intérêt de l'opérateur? Alors, il y a effectivement Orange qui arrive puisque nous sommes 4 communes qui composent la communauté urbaine de Dunkerque.
Donc la communauté urbaine de Dunkerque est lancée donc dans cette volonté d'installer la fibre optique sur l'ensemble de l'agglomération dunkerquoise. Et donc on s'est mis en relation, bien évidemment, dans ce cadre, puisque nous, on est un petit peu l'épiphénomène dans l'agglomération dunkerquoise. On s'est mis en relation, bien entendu, avec l'opérateur, et on leur a, bien entendu, expliqué qu'on avait ce fonctionnement-là, qu'on avait ce réseau qui était le nôtre, et qu'on leur laissait la possibilité de pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, quand vous avez face à vous un opérateur, il souhaite forcément tirer sa propre fibre, mais nous, on leur a bien entendu expliqué que le réseau qui était le nôtre est un réseau tout à fait conforme aux réglementations de l'ARCEP. Et d'ailleurs, quand j'écoutais tout à l'heure Antoine Daure disait... Il y a des réseaux comme ça qui existent, comme le CIVU finalement, vous avez raison de le noter. Vous avez apporté ce bulldozer, nous on a investi 1 million d'euros pour adapter justement ce réseau selon les réglementations qui nous sont imposées. On était peut-être effectivement en avant-garde par rapport à tout ça, mais effectivement on s'adapte parce qu'on vient aussi investir au fur et à mesure sur notre réseau et bien entendu les rendre conformes pour qu'on puisse derrière amener le même service et la même efficacité pour l'ensemble des opérateurs. Donc il n'y a pas eu de problème d'ingénierie sur votre réseau. Alors bien évidemment, on a eu une opération pilote sur la plus petite commune qui regroupe nos 4 communes, c'est-à-dire Fort-Mardic, pendant quasiment 1 an. Oui. Et là, on a déployé, on a adapté le réseau, et puis Orange, dans quelques semaines, se mettra à commercialiser sur notre réseau. D'accord. Voilà. Avec une volonté, bien évidemment, aussi d'accepter les autres, bien évidemment. Donc on les invite à venir. C'est ouvert. C'est un réseau neutre et ouvert. Merci beaucoup. Laurent de Pommier-Coton, vous qui avez donc investi 50 engagements, 15... Combien de réseaux déjà de RIP accompagnés 20 réseaux de G. 20 réseaux de G, ouais. Et en l'occurrence, donc qu'est-ce que vous détectez sur les réseaux que vous accompagnez, sur lesquels vous avez investi, comme élément clé de succès sur la commercialisation ? Ouais, alors de façon pas très originale, évidemment, plus un réseau est déployé dans des zones où il y a un faible débit DSL, évidemment, plus il va rencontrer de succès. Je crois que le soutien du délégant est également extrêmement important pour pousser... aux réunions publiques, enfin qu'elles soient bien animées, faire du battage, en soutien du délégataire et des opérateurs. Donc, il faut que la collectivité fasse du commercial. Ah oui, il faut qu'elle aide le commercial. Nous, sur nos réseaux activés, on voit que la présence de Vitis, enfin là je vais laisser Mathias développer, elle est quand même absolument déterminante parce que Vitis a une offre audiovisuelle particulièrement forte et évidemment la fibre en particulier, c'est un accès à des services audiovisuels, donc c'est assez normal que la présence de Vitis, qui a une très bonne offre, soit un réel booster. Enfin, je pense que Mathias, tu donneras des chiffres. Et puis évidemment, on attend sur ces réseaux-là les grands opérateurs nationaux. Donc on a un petit frémissement du côté de Bouygues, sans doute parce que Bouygues, c'est lui qui a les plus faibles parts de marché sur le DSL. Donc c'est théoriquement lui qui a le plus à gagner à aller sur les réseaux fibres. Mais enfin, il n'y est pas encore extrêmement actif, et puis on attend les autres qui finiront par venir tôt ou tard, et à ce moment-là évidemment ça va évidemment booster la pénétration. Tôt ou tard. Vous êtes convaincu, Laurent, qu'ils viendront sous l'effet de la concurrence, parce qu'il y a finalement, qui dit prise dit abonnement, qui dit abonnement dit service, et derrière la valeur elle est sur le service plus que sur l'infrastructure. Oui, parce que on a quand même des petits opérateurs spécialistes de la fibre, donc qui vont à fond et qui font quand même des parts de marché et des taux de pénétration pas négligeables, donc qui vont finir par gêner les grands opérateurs. Et puis après, on espère qu'il y aura un mouvement, un peu d'enchaînement, sans doute Bouygues, et puis derrière peut-être Free, SFR, et puis enfin Orange. Bon, Orange, évidemment, c'est lui qui a le plus d'intérêt sur les réseaux cuivre, donc on s'attend pas à ce qu'il soit le premier à venir sur ces réseaux activés. En plus, Orange est un acteur très important sur le marché des RIP, et donc tant qu'il y a encore des RIP qui sont attribués
attribué, évidemment, pour Orange, c'est un argument commercial de dire si vous voulez que je vienne, il faut me donner l'exploitation du RIP. Enfin, on a l'impression que ça se passe comme ça. Voilà, bon, une fois que les derniers RIP sont attribués, ça va sans doute aussi mettre un peu plus à l'aise Orange et d'ailleurs SFR aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on attend avec patience. Nous sommes des investisseurs de long terme, avisés, mais de long terme. On a, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on a des business plans qui anticipent que ce mouvement des grands opérateurs nationaux va se faire assez lentement et on est assez serein par rapport à cette perspective. Merci Laurent de Pommier-Coton. On va réessayer d'appeler Lannion. C'est notre... Oui, je pense que la connexion ne doit pas être mauvaise à Lannion, mais allez savoir. Et ça, c'est pas la même langue. Bon, eh ben, on continue. Pascal Rialan, donc président du directoire de Covage et vice-président de la FIRIP. Aujourd'hui, vous, comment, parce que vous intervenez aussi bien en zone AMI qu'en zone RIP, avec des réseaux neutres et ouverts, cette dynamique commerciale, cette dynamique de la pénétration, comment vous la regardez sur les réseaux que vous opérez, vous ? Oui, alors d'abord vous avez raison de poser ainsi la question. Notre entreprise, son objectif, il est unique, c'est d'arriver à commercialiser les réseaux. Alors il se trouve qu'avant de les commercialiser, il faut gagner les éventuels appels d'offres, et puis après avoir gagné les appels d'offres, il faut les construire. Mais notre entreprise ne se développe et ne vit que si elle commercialise avec succès les réseaux. C'est un point essentiel parce que de ce point de vue-là, ça veut dire qu'on est absolument aligné avec les collectivités locales et que nous avons forcément ce même objectif fondamental. Je crois que le point essentiel pour parler justement d'un point de vue économique et pragmatique, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, il y a un élément essentiel dans le succès, c'est le travail en commun entre l'entreprise opérateur d'infrastructure et puis la collectivité locale, la collectivité territoriale. Je crois que vous l'avez dit aussi, Laurent, c'est pas un vain mot. Pour réussir dans ce métier, il faut vraiment avoir un travail d'équipe. Un travail d'équipe, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une détermination, un sens de l'urgence, une collaboration qui soit parfaite. Et il faut aller prêcher. Alors, il y a des territoires où c'est plus facile, des communes où c'est plus facile, et puis il y en a d'autres où c'est un petit peu plus dur. Et il faut vraiment le faire en commun. Et donc, nous, il faut qu'on organise notre entreprise pour être capable de le faire. Et puis, il faut qu'on arrive à le faire ensemble, comme Julien vient de le dire. Et c'est à cette condition-là qu'on arrive. Le second point fondamental, et je crois que vous l'avez dit aussi, il ne faut pas se leurrer. Tout ne se règle pas par la réglementation ou par les labels. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de créer un environnement où il y a une saine concurrence qui s'opère. Donc là, ma conviction personnelle et la conviction de mes investisseurs, elle est que le seul modèle qui garantisse l'utilisation de la fibre, c'est le modèle neutre, ouvert, activé, qui fait qu'un grand nombre d'acteurs et d'opérateurs de services vont pouvoir arriver. Je crois que ce n'est pas un hasard s'il y a 6 opérateurs de services actifs aussi vus. C'est parce qu'on a créé des conditions techniques et les conditions commerciales pour que cela se passe. Alors après, les choses se mettent en place assez naturellement, c'est-à-dire que les gens qui sont les plus diligents pour aller chercher des clients, c'est effectivement des opérateurs comme Vitis, dont parlait Laurent de Pommier-Coton. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises agiles, jeunes, et qu'elles arrivent à se mobiliser très rapidement pour aller chercher des clients. Et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, le taux de succès est particulièrement important parce que il y a des zones où effectivement les débits numériques sont extraordinairement faibles et vous avez des entreprises où vous avez des particuliers qui sont tellement exaspérés qu'à partir du moment où ils ont accès à la fibre, ils vont avoir un taux d'appétence à prendre ces contrats extrêmement fort. Je crois qu'on a des zones où le taux de pénétration dépasse déjà les 40%.
mais dans les quelques mois qui suivent l'ouverture du réseau, avec des opérateurs alternatifs. Alors, petit message aux grands opérateurs qui sont dans la salle, la mauvaise nouvelle, c'est que les opérateurs alternatifs, ils ont des très bonnes offres et qu'il est assez vraisemblable que les clients qu'ils ont réussi à conquérir restent leurs clients. Et donc, c'est une part de marché retail, comme on dit dans nos jargons, qui risque d'être perdue. Alors après, effectivement, la dynamique, c'est que les grands opérateurs arrivent à leur tour. Et là, je pense qu'il y a un mix qui s'opère entre pragmatiquement qui a intérêt à arriver le plus vite, et puis stratégiquement qui, malgré un intérêt moins évident à court terme dans le fichier Excel, va quand même y aller parce qu'il se dit que s'il n'y va pas, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et là, je pense que depuis quelques mois, les opérateurs sont tous très actifs. Évidemment, je pense que, pour parler clairement, Bouygues a un intérêt évident, mathématique, d'être extraordinairement actif parce que les parts de marché à sa portée sont extrêmement élevées. Mais les grands opérateurs, dont Orange bien évidemment, on ne peut pas mettre en doute leur vision stratégique. Et donc je pense aussi qu'ils ont parfaitement compris qu'il était maintenant urgent d'arriver très vite sur ces réseaux, parce qu'une fois que la part de marché est perdue dans le retail, vous savez que ça se perd en quelques mois et on met quelques dizaines d'années à les regagner. Donc c'est ça qui est déterminant. Voilà, après, il y a 2-3 petits sujets de Zakouski, mais je vous remercie d'avoir employé les bons termes tout à l'heure. Il y a eu des réseaux pionniers, alors on pourrait dire des premiers de cordée en ce moment, qui ont été déployés avec une ingénierie, comme l'a dit Antoine, qui n'était pas celle qui finalement s'est imposée. Je pense qu'il faut être extraordinairement pragmatique aussi là, sur ces sujets-là. Si on est arc-bouté sur la commercialisation, et c'est un travail qu'on a réalisé sur le Calvados, et il faut se mettre au niveau de l'ingénierie et puis après les affaires se déroulent assez normalement. C'est douloureux et cruel, je veux dire, il faut être capable de faire de l'empathie. Il faut que la puissance publique remette au pot, quoi. Enfin, en tout cas, il faut regarder le plan d'affaires et puis il faut regarder ce qu'il faut remettre, quel est l'impact sur le plan d'affaires, sur la pénétration, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas un exemple et un modèle, chaque réseau est différent. Au contraire, je pense qu'il faut faire le travail très précisément au cas par cas. Et considérer cette ingénierie comme un investissement additionnel pour accélérer le ROI, quoi. Je pense qu'il faut regarder les choses de manière, soit on arrive à créer toutes les conditions, y compris celles de la concurrence dont je parlais, donc il faut activer le réseau, etc. Et donc les opérateurs vont arriver, soit on les crée pas toutes et donc ça va arriver moins vite ou pas du tout. Et donc franchement, je n'ai pas de religion en la matière, je n'ai que la religion de la commercialisation, c'est la seule qui m'importe. Et donc, à un moment, pragmatiquement, il faut mettre les choses en place. Puis, pour pas prendre trop de temps de parole, ce que je dirais, c'est que, et je regrette qu'on ne puisse pas avoir cette vidéoconférence, à un moment, il faut... L'agneau ne répond plus, même au téléphone. À un moment, il faut une cohérence d'ensemble. Dans tout ce qu'on fait, il faut être cohérent de A à Z, pragmatique. Et c'est sûr que je mets la casquette de la FIRIP pendant quelques instants. Et sur l'IFER, la cohérence nous a échappé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci Pascal. Si on n'arrivait pas à joindre effectivement Éric Bothorel, je lui demanderais de rédiger un texte un peu complet à l'attention de tout le monde pour expliquer sa démarche. On va réessayer une dernière fois. C'est notre blague. Le comique de répétition, c'est sympa. On essaye encore. De notre côté, tous les voyants sont au vert en termes de connexion, mais l'agneau, définitivement, ne répond plus. Donc, reprenons le fil donc avec Mathias, qui a été à la fois introduit et présenté par Laurent et par Pascal. C'est-à-dire que comment se définit Vitis, finalement ? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vitis, c'est très simple, c'est un fournisseur d'accès Internet dédié au réseau d'initiative publique. Voilà, donc notre métier, c'est d'apporter des services et j'ai envie de dire du bonheur ensuite aux consommateurs. Parce que à la fin de la journée, c'est ça qu'on fait. C'est donner du plaisir à des gens qui aujourd'hui découvrent les joies, les plaisirs et puis l'efficacité du très haut débit. Alors, j'étais venu il y a un an, vous aviez eu l'amabilité de m'inviter. Il y a un an, j'avais la foi du jeune converti. L'entreprise avait 3 mois. Je disais que tout irait bien. La bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas vous dire que tout va bien. Je vais vous dire que ça va très bien.
Je voudrais qu'on garde des RIP un retour extrêmement positif. Il y a des choses qui vont moins bien, j'en parlerai, on en a parlé, mais je crois qu'il faut quand même revenir à l'essentiel qui est les RIP se développent, les fournisseurs d'accès sont en nombre, il y a des zones où on est 7, 8, je pense à l'Alsace par exemple, et la concurrence fait du bien, notamment aux consommateurs. Il y a de nombreuses communes qui annoncent, ou de réseaux, en quelques mois, 25% de pénétration en moyenne, 40% dans certaines communes. Alors, l'Alsace rend ses chiffres publics, donc je peux les donner. Pascal, tu as parlé de la Seine-et-Marne. Donc je peux le dire aussi, oui, c'est vrai, il y a des zones où à nous, tout seuls, parfois on a 30-40% d'une commune, et puis tous ensemble, 50%. Mais en moyenne, on est à 10% en 3 mois en général, 25% en 6 mois. C'est ça la réalité des RIP. 25% en 6 mois. Absolument. D'ailleurs, certains chiffres sont publics, sont rendus publics tous les 2-3 mois. L'Alsace les rend publics. Covage en a parlé. On sait tous que le Nord-Pas-de-Calais se déploie très très vite aussi. Il y a certains réseaux, on peut y revenir, qui sont historiques et qui malheureusement sont moins bons, mais la moyenne c'est celle-là. Et je vous montrerai un chiffre après. Si j'ai un regret, j'en ai qu'un en réalité, c'est qu'on est tous collectivement victimes de notre succès sur la partie raccordement. La vérité, c'est qu'on prend collectivement beaucoup d'abonnés. Ces abonnés souhaitent, ils ont tellement attendu qu'ils ne veulent plus attendre, donc ils aimeraient être raccordés en 3 jours. On disait dans le câble, il y a autrefois, on disait il faut que le samedi, tu ailles faire tes courses et t'abonner pour voir le match de la semaine d'après. On n'en est pas encore là, c'est vrai. On est sur quelques semaines. Mais je vais être optimiste. On râle tous les jours en disant ça va passer vite. La vérité, c'est que c'est un problème de riches. C'est que oui, la montée en puissance des uns et des autres, d'Axione, d'Altitude, de Covage, et je le souhaite demain à TDF, c'est que voilà, la rapidité d'attente est plus forte que ce qui était programmé. Et je crois comprendre que ne serait-ce que par l'embauche des raccordeurs, parce qu'il y a de l'humain derrière, on n'arrive pas à embaucher assez vite. Alors, on peut voir le verre à moitié vide. Ah oui, ça va passer vite. Je le dis tous les jours, donc je ne vais pas le dire aujourd'hui. Et le verre à moitié plein, c'est que c'est un problème qui est positif pour l'emploi, pour la fibre et pour nous tous. Alors, pourquoi je pense que ça marche? Alors, la première chose, c'est une évidence, je le dis souvent, et là, je vais le dire un peu directement. On parle tout le temps d'infrastructure et de tuyaux et de BTP. C'est exact, il en faut. Mais à la fin de la journée, le consommateur, il ne voit que les services. Enfin, il ne connaît pas les opérateurs de réseau, et c'est normal. Donc, nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas exister sans vous. Mais l'inverse, je suis désolé de le dire, est tout aussi vrai. Ce qui compte à la fin, c'est que le consommateur ait des services de qualité, compétitifs, avec une série d'entreprises différentes. Donc nous, on a investi massivement dans plusieurs choses. La première, il faut des gens sur le terrain. C'est idiot, mais je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte. Si on n'est pas nombreux, nos commerciaux, mais ceux des autres, collectivement à être sur le terrain, les gens ne sont pas au courant qu'il y a tout simplement que les offres sont là, donc il n'y a pas de clients derrière. La seconde, et je reprends ce qui a été dit par Pascal Rélan, oui, c'est un travail collectif. Si opérateurs d'infrastructure, élus et fournisseurs au sens large, on ne travaille pas communément pour dire ça y est, c'est là, ça y est, il y a des solutions, voilà comment ça va marcher, ça marche moins bien. Je ne parle même pas des cas, désolé, où certains, je ne dirais pas qui, annoncent que oui, c'est ouvert, mais attendez qu'un tel grand opérateur arrive dans 1 an. C'est sûr que quand on fait ça, c'est bizarre, ça marche moins bien. Les gens attendent. Heureusement, ce sont des cas très particuliers. De manière générale, la plus grande majorité des élus sont très heureux que la fibre arrive, sont heureux d'organiser des réunions publiques, et quand c'est bien organisé, la dynamique est derrière. Un troisième, moi je crois beaucoup au service à l'innovation. Alors, c'est notre marque de fabrique à nous, donc d'autres se battent sur le prix, d'autres se battent sur autre chose. Moi j'y crois énormément. Je pense que la grande différence entre le très haut débit et le haut débit, c'est pas que la vitesse de l'Internet, c'est les services associés. On a investi, à titre d'exemple, dans la 4K de manière importante. On a sorti une nouvelle box, c'est beaucoup plus cher, c'est des investissements. On a sorti la VOD cinéma 4K depuis 2-3 jours. On est que 3 en France à le faire, 2 nationaux et nous. C'est beaucoup d'investissements techniques et d'achats de droits importants. Et on vient de sortir cette semaine YouTube 4K qui a été certifié. Alors YouTube 4K sur une box, c'est des dizaines de milliers ou de millions de vidéos, je n'ai même plus compté en combien, et c'est beaucoup de milliers de vidéos 4K. Donc vous voulez de la musique, c'est affreux ce que je vais dire, allez sur YouTube, il y a le test à côté si vous voulez. Je vous garantis que vous pouvez y passer des journées entières, il y a ce qu'il faut. Peu d'opérateurs, j'en ai 2 ou 3, je ne suis pas sûr du 3e, sommes certifiés YouTube 4K en France aussi. Et heureusement, j'ai un actionnaire qui travaille depuis des mois, pour ne pas dire plus, des années, avec YouTube pour le permettre. Donc pour nous, c'est un aspect essentiel. Donc nous, on croit à la concurrence, on croit à la diversité d'offres. Et je voudrais montrer un graphique. Alors désolé, certains vont être choqués parce que je vais montrer. On a fait un calcul très simple. Parce qu'on nous dit toujours, oui, les opérateurs intégrés, ça marche mieux que les opérateurs à concurrence. Donc on a pris les chiffres publics, je précise. Alors pour 3 d'entre eux, ce sont les résultats de Q4 2017. Désolé pour l'un d'entre eux qui n'avait pas encore publié ces chiffres, c'est Q3 2017. Et nous avons fait un calcul très simple sur la base de leur vente
public, hein, de croissance nette, puisqu'ils rendent public leur croissance nette très haut débit. Leur nombre de prises rendu public aussi, le rendent public. Quel est le nombre de nouveaux clients fibre ou très haut débit pour l'un d'entre eux, puisqu'il y a du câble, qu'il prend tous les mois rapporté à 1000 prises? Le premier d'entre eux en fait un peu plus de 6. Le second 4,7, le troisième 3,9 et le quatrième 1,5. La taille des bulles, c'est le nombre de prises qu'il annonce aujourd'hui. Les RIP neutres et ouverts, c'est-à-dire grosso modo tout ce que nous connaissons, donc Action, Altitude et Covage réunis, sont à 5,6. Alors collectivement, hein, je ne dis pas que moi, collectivement. Et ces chiffres-là sont tous des chiffres publics. D'ailleurs, je recommanderais à la mission Tribu à l'ARCEP de les vérifier régulièrement, parce qu'ils sont faciles à voir. Alors, bien entendu, le petit rond vert, il est plus petit que le rond jaune. Mais c'est normal, on a 500 000 prises, le très ouvert, à côté, il y en a 9 millions. Donc c'est un peu normal. Ça va venir. Il faut juste être patient un peu. Maintenant, si on raisonne en efficacité du modèle, à part le leader qui, pour plein de raisons, est une offre excellente, mais des moyens importants depuis des années et dont le président annonce que c'est la priorité de l'entreprise, qui fait un petit peu mieux, voilà, les opérateurs nombreux, agiles, jeunes, je ne sais pas, mais en tout cas, on est tous agiles et innovants collectivement, on fait comme le grand, simplement sur un terrain de jeu aujourd'hui un peu plus petit. Et ce qu'on souhaite simplement, c'est que ce terrain de jeu s'élargisse. D'une part par la construction de prises, et d'autre part qu'on soit sur l'ensemble des RIP disponibles. Pour être très clair, on est sur 1 sur 2. On aimerait être sur l'ensemble des RIP disponibles, parce qu'on pense que voilà, la concurrence a du bon, au final, pour l'économie des réseaux, parce qu'à la fin des réseaux, ce qui compte pour eux, c'est que ça se remplisse. Et aussi pour le consommateur. Sur 1 RIP sur 2. Il y a certains qui aujourd'hui n'ont pas d'offre activée. Je ne vais pas les citer ici, mais ils savent de qui je parle. Donc par définition, je ne peux pas y être. Mais mes collègues non plus ne peuvent pas y être. Voilà, et je le regrette, je le redis, je trouve ça dommage pour le consommateur final, d'une part, et d'autre part en termes d'équité, parce que je crois simplement que lorsque ces derniers seraient amenés à venir sur les RIP, ça me paraît très normal, je pense que la réciproque serait tout aussi logique. Il faut qu'on puisse aller sur les autres réseaux, ne serait-ce que pour que le consommateur bénéficie de la dynamique collective. Merci. Merci Mathias Hautefort. Donc il y a quand même un petit côté depuis ce matin, tout va très bien Madame la Marquise. Alors moi je suis pas une Cassandre donc je m'en réjouis. Mais est-ce qu'on est finalement aujourd'hui sur un temps où finalement dans 3 ans tout va basculer, c'est-à-dire dans 3 ans on va passer effectivement devant les Allemands parce qu'on aura de la fibre et eux seront restés à des solutions cuivre, que dans 3 ans tous les OSEN seront sur tous les RIP. Est-ce que vous êtes Laurent, est-ce que vous êtes aussi optimiste que ça? Ou Pascal pour la FIRIP et pour Covage. Non, d'abord, je ne sais pas si on peut se positionner en optimiste ou en pessimiste. Je pense que quand je regarde les ambitions, le plan de route qu'a fixé le gouvernement et que Antoine rappelait tout à l'heure, la réalité c'est que énormément de choses restent à faire. Et donc ça veut dire que pour toutes les entreprises et les collectivités, opérateurs d'infrastructures collectivités, l'exécution du plan reste à réaliser. Donc grosso modo, on sait à peu près comment on va le faire, on a fixé les conditions économiques. Maintenant, entre savoir comment on va le faire et le faire, il y a une petite marche qu'il va falloir qu'on arrive à franchir. La seule, je pense que tous les gens dans la salle le savent, la seule certitude qu'on a, c'est que ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc, il va falloir qu'à chaque instant, en temps réel, on puisse réagir pour recaler en permanence les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Si on descend un peu de Sirius et qu'on regarde après au niveau microscopique ce qui se passe, et je le dis en travaillant quotidiennement avec les collectivités, c'est que quand vous regardez la réalité des territoires, vous avez encore une multitude de tâches qui sont, entre guillemets, sur un statut absolument pas clair et déterminé sur la manière dont la fibre va arriver. Vous avez des poches de dizaines de milliers, de vingtaines de milliers ou plus grosses sur lesquelles la fibre, en l'occurrence, il n'y a pas un plan précis pour assurer sa venue en temps et en heure. On a un appel de l'agneau. Je finis juste ma phrase. Et ce que je pense, parce que c'est un point qui a été abordé aussi tout à l'heure, et c'est le job de Covage. Nous, on a des capitaux disponibles pour investir sur ces zones où qu'elles se trouvent dans la segmentation et donc pour arriver et lancer notre machine industrielle pour aller couvrir des zones sur lesquelles les collectivités peuvent penser qu'il y a un risque en matière de déploiement de la fibre dans le calendrier que vous avez donné. Voilà.
Bien. Et si on fait ça, là, on peut être optimiste. Vous allez garder le micro, Pascal, pour le compte de la FIRIP et venir à ma place. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur le député. En tant que vice-président et donc un certain nombre de Je vais rester debout, je vais rester debout. Sur les intentions, l'origine de la démarche, effectivement, de la taxation des réseaux câblés et fibres par l'IFER. Oui, alors, en fait, pour essayer de synthétiser la question, je pense que c'est pas vraiment l'origine qui intéresse l'Assemblée, c'est plutôt des questions sur la cohérence de cette mesure dans, on va dire, une espèce d'ambition nationale qui s'arc-boute à déployer le très haut débit et la fibre dans un temps extraordinairement court. Et la cohérence de cette mesure qui, vous le savez très bien, déstabilise énormément à la fois les entreprises qui investissent dans ce très haut débit et dans la fibre en l'occurrence, et puis les collectivités locales avec lesquelles ont été signés ces RIP, qui ont été bâtis sur des plans d'affaires et où, si vous voulez, dans un contexte où il y a eu un risque entrepreneurial inévitable de tous les acteurs, on rajoute soudainement une donnée économique extrêmement défavorable, ce qui forcément pose question à la fois en termes de stratégie derrière cette mesure et puis de relation par rapport à la cohérence de l'ambition nationale du très haut débit. Je vais essayer de répondre de manière aussi synthétique que la façon dont vous avez posé la question. Le sujet n'était pas, à vrai dire, tout à fait nouveau quand on avait porté les réflexions en fin d'année dernière des sujets de l'IFER. Je dis des sujets de l'IFER parce que ça touche aussi bien la partie mobile que la partie terrestre. Et depuis des années, on entend ici ou là des revendications portées sur la nécessité soit de mettre une limitation, par exemple, je pense notamment à l'IFER mobile, puisque le sujet est la manière dont vous le présentez sous forme d'injonction qui pourrait sembler contradictoire, qui est à la fois de se tourner vers les collectivités, vers les opérateurs, s'agissant de ces deux modes de couverture pour leur demander d'accélérer et d'aller soit vers une technologie, s'agissant de la fibre d'une part, soit de multiplier les infrastructures, s'agissant du mobile de l'autre, peut effectivement paraître contradictoire quand les opérateurs nous disent mais plus on déploie et plus on est touché. Ce qui est vrai sur le mobile puisque c'est linéaire et c'est à peu près 1 600 € par station radio. Donc là, le sujet n'est pas nouveau, il a déjà été traité plusieurs fois, en tout cas traité ou pas traité. En tout état de cause, ce qui n'avait pas été traité, c'est une forme de biais de concurrence et de compétition, notamment sur une technologie, celle du câble, qui était exclue du périmètre de l'assiette de cette IFER. L'amendement, il a été motivé par des menaces qui portaient aussi et qui venaient de la Cour de justice européenne, qui menaçait, qui avait déjà été saisie, toujours difficile de savoir si c'est officiel ou officieux, de la part de tel ou tel opérateur, puisque vous n'êtes pas sans méconnaître que certains utilisaient massivement le câble et d'autres pas, et qu'il y avait une compétition entre les uns et les autres, et que je peux comprendre que de la part d'opérateurs qui n'utilisaient pas le câble, ils voyaient d'un mauvais œil un avantage fiscal qui était d'un certain montant, quelques millions d'euros, dévolu parce qu'on aurait oublié une technologie dans l'assiette telle qu'elle avait été conçue. Ça, c'est le premier élément. Une menace de la Cour de justice européenne saisie par un opérateur qui fait que, de fait, l'État aurait été de toute manière condamné pour des questions de biais de concurrence. Ça va sans dire. Ensuite, une actualisation. On déploie que très peu de cuivre. On déploie massivement la fibre et c'est tant mieux. À rester sur un système de performance fiscale identique, il aurait fallu imaginer qu'à un moment donné, pour avoir la même puissance fiscale, il aurait fallu faire reporter sur ce qu'il aurait existé ou continuer d'exister en matière de réseau ceux qui étaient en cuivre, si on avait par exemple exonéré la fibre, et ça voulait dire peut-être une discrimination vis-à-vis des usagers qui s'étaient déjà pénalisés par une question de vitesse, que c'est pas à vous que je vais dire qu'on va moins vite sur du cuivre et qu'on ira sur de la fibre demain. Voilà ce qui a motivé en tout cas la rédaction dans la manière laquelle il a été proposé au projet de loi de finances rectificative au gouvernement. Gouvernement qui a ensuite amender les choses,
à l'heure où nous parlons, là, au mois de janvier 2018, les uns les autres, rien n'a changé en vérité par rapport à la pratique fiscale précédente. Et en définitive, ce qui va changer, c'est en 2019, assez immédiatement, la partie câble qui sera éligible à cette IFER, et la partie fibre ne le sera pas, en tout cas pas pour les 5 premières années de déploiement. Et moi, je vous renvoie immédiatement à un autre sujet. Parce que celui-là, vous ne l'abordez pas, mais j'ai déjà eu des échanges avec Sébastien Soriano, avec Monsieur Patrick Chaise. Et Sébastien Soriano avait dit l'IFER est pavé de bonnes intentions. Et j'avais répondu l'IFER, c'est les autres. Parce que, en définitive, l'IFER, à qui il profite? Pas à l'État. Qui sont les bénéficiaires de l'IFER aujourd'hui sous ces différentes formes? Conseil régional, EPCI et communes. Et moi, je renvoie à un autre... je vais vous dire quel est le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est qu'il faudrait supprimer l'IFER. Et il faudrait supprimer les IFER. Et ça veut dire qu'il faut qu'on dialogue avec les collectivités, parce qu'elles ne peuvent pas nous dire d'un côté, écoutez, il ne faut pas taxer la fibre, et d'un autre côté dire, mais on voudrait bien continuer de toucher les 400 millions d'euros qui sont perçus au titre de l'IFER. Il va falloir expliquer aux communes que ce qu'elles touchaient habituellement, indépendamment de la location, parce que parfois il y a confusion sur le fait qu'on mette à disposition un site et qu'on touche des redevances. Mais il y a aussi l'IFER qui est touché précédemment par les communes, désormais plus massivement par les EPCI. Et c'est 1600 euros par antenne. Et moi je trouve ça injuste, et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord les communes, elles sont pas forcément celles qui ont été les plus actives pour avoir une antenne. Enfin, je veux dire, vous savez comme moi que les stations radio, elles se mettent pour des raisons topographiques à un endroit plutôt qu'à un autre. Et on pourrait imaginer qu'il y ait des communes qui ne soient pas dotées d'antennes, mais simplement parce que ça ne correspond pas à un niveau de performance pour l'opérateur. En quoi c'est un impôt juste que d'aller rémunérer une commune qui va bénéficier d'un service et puis ne pas rémunérer l'autre à côté qui, elle, ne bénéficie pas complètement de ce service. Bref, le fond de ma pensée, c'est qu'il faudra supprimer l'IFER. Donc, et c'est exactement ce que je dis à Gérald Darmanin, ce que je dis à Denormandie, et ce que je dis à Bruno Le Maire. Je ne crois pas que ce soit tout à fait mature au niveau des collectivités aujourd'hui si on leur annonce demain que c'est 400 millions d'euros de moins. Mais je veux bien l'entendre. Et si vous me dites, là, dans l'instant, écoutez, les collectivités réunies entendent ce que vous dites et sont prêts à se passer des recettes de l'IFER, je vous garantis une chose, c'est que dans l'instant, je passe les messages qui vont bien et qu'au prochain projet de loi de finances rectificative, on regardera avec beaucoup de bienveillance la remise en cause de l'IFER. Alors, je vais juste brièvement vous répondre, parce que effectivement, j'interviens en tant que représentant de la FIRIP, donc j'aurai beaucoup de mal à nouveau changer de casquette et pouvoir représenter les collectivités. Ce que je veux seulement rajouter du point de vue, on va dire, des industriels de la FIRIP et des entreprises de la FIRIP, c'est que derrière, il y a une dimension, on va dire, supplémentaire dans le plan très haut débit français qui nous anime. Il y a forcément la dimension entrepreneuriale et le fait de monter des affaires et de développer du business, mais on rassemble aussi autour de nous beaucoup de collaborateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont le sentiment de participer vraiment à un chantier qui va contribuer au développement du pays et pas au développement dans un sens, vous voyez, macro, mais vraiment localement dans chacune des zones où les réseaux se déploient. Et cette dimension supplémentaire de faire un job et de créer une entreprise, mais de le faire avec une ambition qui est vraiment une ambition dont on peut être fier, elle est extrêmement importante. Et donc, on a le sentiment que si on arrive à le faire, on va aussi créer de la richesse. On va créer de la richesse locale et créer de la richesse dans les entreprises. Et ce que je pense, ce qui serait sans doute intéressant pour alimenter votre point de vue et avoir ce débat au niveau du gouvernement et de l'Assemblée, c'est d'essayer d'établir dans un business model le lien que vous pouvez opérer entre accélérer le très haut débit, la richesse créée grâce à cette accélération économique et donc les taxes qui vont être récoltées, et puis le fait de ne rien faire spécifiquement dans une taxation qui puisse le ralentir. Et puis après, vous avez le jeu des vases communicants à faire, mais là, ça excède mes compétences.
Oui, mais vous avez raison de poser le débat comme ça. Permettez que je l'ai pu de porter précédemment comme je l'ai fait, parce que sinon vous n'auriez qu'un bout qu'un bout du sujet. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer à la fois en commission des affaires économiques, lorsque nous avons rencontré le patron de la Fédération française des télécoms, moi, vous savez, j'ai le même discours à la FIRIP qu'avec la FFT, qu'avec l'ARCEP, qu'avec... je vous donne le fond de ma pensée, alors qui n'engage que moi spécifiquement. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de, je suis pas le porte-parole d'une majorité, et je suis pas le porte-parole du gouvernement. Les uns et les autres peuvent s'exprimer, mais je sais qu'avec Mounir Majoubi, avec Julien et avec Gérald Darmanin, nous avons eu suffisamment d'échanges sur ce dispositif en particulier pour savoir à peu près ce que les uns et les autres en pensent. Mais vous avez raison de rappeler que ça participe de la transformation du pays, de son redressement, de sa compétitivité, que d'avoir un réseau maillé. Je reviens de Barcelone, bien partager des éléments avec vous sur la partie 5G, puisque c'était très massivement j'allais dire le buzzword du World Mobile Congress. Et si je peux là aussi partager un sentiment personnel de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu percevoir, c'est que j'ai le sentiment que la 5G, qui n'est donc pas, par exemple, la version N+1 de la 4G, mais bien une révolution en tant que telle, et vit aujourd'hui une puissance, une pression exponentielle de déploiement qui n'est pas liée aux usages. Jusqu'à maintenant, ce sont les usages qui ont fait le push des infrastructures. D'ailleurs, on se voit les uns les autres, on discute de quoi aujourd'hui ? On discute de l'achèvement de la Gigabit Society ou de la société fibrée et de la société extrêmement bien dotée en matière de débit, y compris mobile, très en retard sur les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus de gens qui disent « je peux pas me connecter » que de gens qui disent finalement j'ai profusion de connexion, ce qui veut dire que les infrastructures sont pas tout à fait à la hauteur de l'attente des usages. Avec la 5G, ce que j'ai pu échanger, que ce soit avec les patrons de Nokia, d'Ericsson, de Huawei, d'Orange et des uns et des autres, c'est de voir aujourd'hui à quel rythme ils engagent des commandes, alors même que les usages sont, vous le savez aussi bien que moi, peu développés. Le premier smartphone véritablement 5G arrivera probablement qu'au milieu de l'année prochaine, au mieux, et les autres applications ne sont pas aujourd'hui tout déployées. Mais revenons au sujet de l'IFER. La 5G, ça veut dire quoi ? La 5G, puisqu'on est sur des fréquences qui sont bien au-dessus des fréquences utilisées par la 4G, c'est que ça va être un maillage supplémentaire. C'est beaucoup plus de densité d'antennes. Est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui qu'on va projeter le pays dans la compétition, en promettant à chacun de ceux qui interviendront, que ce soit des opérateurs privés, que ce soit la puissance publique, là en l'espèce sur la partie mobile, c'est bien plus massivement les opérateurs privés qui sont concernés, mais en leur disant à chaque fois que vous mettrez une station radio supplémentaire ou une bête antenne même intégrée dans un mobilier urbain, ce sera un coût de 1 000 € de taxes. C'est pas très raisonnable. En vrai, c'est pas très raisonnable. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse sérieusement se poser la question de cet IFER à terme. Je me félicite qu'on ait répondu à la menace qui pouvait peser sur la saisine de la Cour de justice européenne, qui là pour le coup aurait fait en sorte qu'on ne discutait même plus de 4 ans ou de 5 ans de report et de date ultérieure de mise en œuvre, mais nous aurions été à la merci d'une décision pure et simple de la Cour de justice européenne. Là, nous avons pris un peu de temps. Donc je le vois plutôt comme une opportunité plus que comme une menace. Très bien, donc on va dire, je pense qu'on a à peu près tenu le timing. Et donc je note avec espoir le fait qu'il y a une solution éventuelle autre que l'IFER dans un futur possible. Mais encore une fois, ça c'est pas rappeler juste que parce que souvent ou parfois on oublie la production de la recette fiscale liée à l'IFER ne va pas dans les poches de l'État. Et donc il y a un moment donné, il manque des gens autour de la table pour discuter. Oui, absolument. Parce qu'on peut pas être à un moment donné dans une assemblée et défendre les collectivités et dire qu'il faut pouvoir supprimer ou réduire l'IFER, et puis être dans une autre assemblée et dire il faut qu'on maintienne les recettes. Voilà, donc je veux juste que quand on se mette à table, on parle de tout. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre clarté et votre franc-parler. Donc bonjour à Lannion. Hein. On vous souhaite une excellente après-midi dans votre permanence, et merci encore d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation et je vous souhaite de bons travaux. À très bientôt. Avec plaisir.